Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1. Voici les grands titres de ce 20h. La gendarmerie nationale renforce ses effectifs. 603 nouveaux soldats viennent d'intégrer les rangs. Ils ont été jugés aptes à intégrer ce corps d'élite après leur formation. Ils ont passé le flambeau à leur cadet de la première promotion. Cérémonie en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. La plateforme e-impôt, un outil de la DGI, Direction générale des impôts, est appréciée par les contribuables pour son apport dans la lutte contre le coronavirus. Créée en 2017, elle permet les déclarations et paiements d'impôts et taxes sans se déplacer. Cette opération effectuée en ligne réduit ainsi les risques de perte ou de vol. Le PDCI RDA organise samedi et dimanche des conventions éclatées pour désigner son candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Henri Konan Bédier, le président du parti, est seul candidat. Il devrait être quasiment plébiscité à l'issue de ces conventions éclatées et porter les couleurs du PDCI RDA en octobre prochain. Nous irons dans la région du Poro pour nous imprégner d'une danse, le Soromigigyo. C'est une danse de réjouissance. Elle a été promue par le Premier ministre Amadou Coulibaly de son vivant. Mais que signifie le Soromigigyo et comment s'effectuent les pas? Élément de réponse tout à l'heure. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Le coronavirus sévit dans le monde, il impacte tous les secteurs comme l'économie, la culture, l'éducation. Plus d'1 milliard d'enfants et de jeunes dans le monde ont été touchés par les fermetures d'écoles et d'universités à cause du Covid-19. Quelle réponse face à ce fléau? Comment l'UNESCO en Côte d'Ivoire travaille à soutenir l'État pour restaurer le secteur culturel, artistique, durement frappé? Notre invitée est Mme Anne Lemestre, représentante de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Nous ferons par ailleurs un tour dans la ville historique de Grand Bassam pour évoquer aussi la question de la conservation et de gestion de ce patrimoine mondial. Bonsoir, Mme Anne Lemestre. Bonsoir. Alors, la majorité des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO ont été contraints de fermer leurs portes à cause de ce coronavirus. Plusieurs activités culturelles étaient à l'arrêt. Dites-nous, quelle a été l'incidence de cette pandémie sur vos actions ici en Côte d'Ivoire? Seulement en 2 mots. En 2 mots, effectivement, le site de Grand Bassam a été fermé. Nous avons vu également que les musées étaient fermés. Donc, l'ensemble du secteur culturel a énormément souffert, en fait, de cette pandémie. Mais le travail doit reprendre et justement, vous avez repris le travail, vous avez organisé les rencontres de Grand Bassam, ville historique inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Quel est l'intérêt? Quelles sont les retombées de ces rencontres? Vous nous en direz davantage dans la page culture. C'est dans une trentaine de minutes. À tout à l'heure, Mme Anne Lemestre. À tout à l'heure, merci. La gendarmerie nationale renforce ses effectifs. 603 nouveaux soldats viennent d'intégrer les rangs. Ils ont été jugés aptes à intégrer donc ce corps d'élite après leur formation. Ils ont passé le flambeau à leur cadet de la première promotion, cérémonie en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Et on en sait plus avec notre reporter Abou Sanogo. Ces 27 officiers de la 44e promotion du cours d'application des officiers de la gendarmerie nationale ont pendant une année académique entamé l'apprentissage du dur mais passionnant métier d'officier de gendarmerie. Originaires de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale, ils viennent d'achever leurs années d'études. Mais avant leur déploiement sur le terrain, ils doivent passer par les étapes de baptême, de prestation de serment et d'attribution d'un parrain. Et c'est ce qu'a fait le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République Alassane Ouattara. Quel nom voudrez-vous donner à cette promotion? Et quel est le parrain? Votre promotion portera le nom engagement, détermination. Et votre parrain sera le Premier ministre Amadou Coulibaly. Ces 603 élèves sous-officiers de 2e année, dont 30 jeunes filles, sont au thème de leurs années de formation militaire et professionnelle, basées sur les rudiments nécessaires pour veiller à la sûreté publique, au maintien de l'ordre et à l'exécution des lois. Avant leur départ de l'école, ces nouveaux gendarmes vont remettre le glaive, symbole de la gendarmerie nationale, à leurs cadets, qui en assureront la garde le temps de leur formation, suivie de la prestation de serment. Jurez de servir l'une et l'autre avec honneur et fidélité.
La famille du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a exprimé sa gratitude au président de la République Alassane Ouattara et à la gendarmerie nationale pour l'honneur et l'hommage rendu au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Des conseils ont été prodigués à ses filleuls. Amadou n'est plus aujourd'hui, mais j'ai l'impression que cette situation accroît l'engagement que nous avons pris avec lui. Soyez engagés, comme votre nom l'indique, aux ordres de votre hiérarchie jusqu'au sommet de l'État. Gardez le sens du devoir et du travail bien fait. Le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, a invité les nouveaux gendarmes à la rigueur et à s'inspirer du modèle de leur parrain. En le faisant, vous avez choisi d'adopter les valeurs qui ont caractérisé ce grand homme, à savoir l'intégrité, la probité, la loyauté, le don de soi et la rigueur. Ne l'oubliez jamais. Quand vous serez tenté par toutes les vilaines tentations humaines, rappelez-vous que vous êtes la promotion qui porte le nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Plusieurs distinctions ont été faites à cette cérémonie, qui s'est achevée par des démonstrations de maniement d'armes, de parcours d'obstacles, de démontage et remontage de pistolets automatiques. Ils assurent aussi la sécurisation des biens et des personnes. Il s'agit des policiers. Eux, ils suivront bientôt une formation dans une autre école située à Korogo, capitale du Poro. C'est la première ville de l'intérieur du pays à abriter la deuxième école de formation des policiers, 53 ans après celle d'Abidjan. Et le ministre Vagondo Diomandé a procédé hier vendredi à l'inauguration officielle de cette école, baptisée du nom de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Ami Sissoko pour le reportage. La capitale du Poro, Korogo, dotée d'une nouvelle école de police. Située au quartier CNPS, c'est la deuxième qu'enregistre la Côte d'Ivoire, 53 ans après celle d'Abidjan à Cocody. La plaque inaugurale est dévoilée par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Vagondo Diomandé. Baptisée École de police Amadou Gon Coulibaly, en hommage à l'ex-premier ministre qui avait porté le projet à bout de bras, elle accueille dès lundi 27 ans sa toute première promotion 2020-2022 au nombre de 1800 pensionnaires, dont 300 encadreurs. La création d'une telle infrastructure dans une ville a forcément un impact sur elle. Au plan sécuritaire, la sécurité étant le gage du développement durable et du fondement des libertés publiques, elle vient faire de notre ville une destination sûre et renforcer la confiance des investisseurs. Monsieur le ministre, votre vision pragmatique qui a permis d'ouvrir cette école qui tenait cher, c'est vrai, au cœur du Premier ministre, comme lui tenait à cœur tous les projets initiés par le président de la République. Et je voudrais prier pour que, à l'image de cette école, dont l'aboutissement arrive, bien qu'il ne soit plus là, que tous les projets du chef de l'État qu'il a initiés puissent aboutir de la même façon. Ce serait le plus bel hommage qu'on pourrait lui rendre. L'école de police Amadou Gon Coulibaly regroupe en son sein un bloc administratif, un bloc médical, 75 tentes qui servent de dortoir, un espace pédagogique et un parcours du combattant, entre autres. Elle est placée sous le commandement du commissaire divisionnaire de police Touré Albert Kouakou, qui a à son actif 18 ans d'expérience dans la formation. Pour le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, baptiser cette école du nom de l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly est non seulement un symbole, mais également une vision. Le baptême de cette école en son nom est tout un symbole, celui des valeurs qu'il a incarnées, mais surtout celui de la nouvelle police que je souhaite voir émerger. Une police de grande probité, une police loyale à la nation et au service de son pays, sans en attendre la moindre contrepartie. Pour faciliter la mobilité de ses agents, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile offre 3 véhicules de type 4x4, un cargo à l'école de police et la somme de 5 millions de francs CFA.
la famille Gonkulibali a aussi offert un appui financier de 5 millions de francs CFA. On ne peut parler de la musique de la gendarmerie ivoirienne sans parler du maréchal des logis Moussa Diarra-Souba. Mais hélas, la grande faucheuse a emporté ce serviteur de l'État. C'était le 20 juillet dernier. Il avait fait vibrer les Ivoiriens pendant toutes ces années de service, notamment lors de la célébration des indépendances. Notre reporter Hamza Diaby l'avait rencontré il y a quelques années et nous partage ici ce moment d'échange avec le premier tambour-major de la gendarmerie. Un jour ensoleillé d'août 2013, à 24 heures de la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, nous avons rencontré Amar Kori Anoumambo, le maréchal des logis à la retraite Moussa Diarra-Souba. Pendant 30 ans, de 1963 à 1993, l'ancien gendarme était le tambour-major de la musique de la gendarmerie nationale. Le tambour-major, c'est l'homme à la canne qui toujours précède l'orchestre lors d'un défilé. Ce vendredi-là, avec bonheur, il nous contait ses longues années de service. Ça, c'est un spectateur. Ça, c'est la musique complète. Et tambour-major, c'est qui donne le départ. Tout défilé en Côte d'Ivoire, c'est moi qui ai tout géré. Toute personnalité qui sont venue en Côte d'Ivoire, c'est moi qui gère. À chaque célébration de la fête nationale, Moussa Diarra-Souba était à lui seul une attraction. Au premier rang de ses admirateurs, Félix Houphouët-Boigny lui-même. Houphouët-Boigny dit, quand tu lances en l'air, il faut dire bien Houphouët-Boigny, on ne dit pas on. Quand tu balances en l'air, tant que tu n'as pas attrapé, moi, je ne peux pas respirer. Il dit, président, il faut respirer. Pour moi, c'est calculé. Il dit, ah bon, c'est calculé. Effectivement, c'était calculé. Et pour lui témoigner la gratitude de l'État, le 20 novembre 2017, Moussa Diarra-Souba est fait chevalier dans l'Ordre du Mérite national par la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. Le maréchal des logis tire sa révérence ce 20 juillet à l'âge de 82 ans, laissant derrière lui une famille nombreuse, une quarantaine d'enfants, de petits-enfants et d'arrière-petits-enfants. Parmi eux, 300 gendarmes, dont un tambour-major. Adieu MDL Moussa Diarra-Souba. La Côte d'Ivoire en deuil reste debout pour mener la lutte contre le coronavirus. Le pays accentue la sensibilisation pour freiner l'avancée de ce virus mortel. La pandémie continue de circuler en Côte d'Ivoire. Les chiffres de ce samedi viennent d'être dévoilés. On dénombre 241 cas confirmés. Heureusement, ce jour, on enregistre un taux élevé de personnes guéries. 381 nouvelles guérisons, 0 décès. Notre pays compte à ce jour donc 5520 cas actifs. La plateforme e-impôt, un outil de la DGI, Direction générale des impôts, est appréciée par les contribuables pour son apport dans la lutte contre le coronavirus. Créée en 2017, cette plateforme permet les déclarations et paiements d'impôts et taxes sans se déplacer. C'est une opération effectuée en ligne et qui réduit ainsi les risques de perte ou de vol, nous explique Jean-Luc Bambo. C'est en 2017 que la Direction générale des impôts a initié le système des dépôts des états financiers en ligne. Une initiative qui permet désormais aux contribuables de transmettre sans avoir à se déplacer toutes les informations financières liées à leurs entreprises au service des impôts. Un système qui vaut aujourd'hui son pesant d'or dans cette période de coronavirus où les déplacements sont réduits au strict nécessaire. La maladie à coronavirus ne nous bloque pas dans notre obligation et dans notre devoir de dépôt de production des états financiers et de dépôt de ces états financiers-là. Parce que même si je suis à Mama ou à Korogo, il suffit seulement d'avoir quoi? Un outil qui est l'ordinateur, une connexion Internet et puis le jeu est fait. Cet expert comptable est un utilisateur de la plateforme e-impôt. Il se réjouit non seulement de la sécurité sanitaire, mais également du gain de temps que cette solution lui permet de réaliser. On n'a plus besoin de se déplacer, de batailler pour prendre les transports, aller se faire au niveau des services des impôts pour souscrire nos impôts, avec tout ce qu'on peut avoir là-bas comme des agréments et autres, on n'a plus besoin de ça. En attendant sa totale adoption par les contribuables, les services des impôts
continuent de recevoir les dépôts des états financiers en version papier. Les contribuables sont quant à eux formés à l'utilisation de cette solution. Les contribuables prennent leur temps, alors que justement les délais arrivent très rapidement à échéance. En ce qui concerne la CIS 2018, les contribuables ont jusqu'au 31 juillet pour effectuer leur dépôt. S'agissant de la CIS 2019, les contribuables ont jusqu'au 30 septembre pour me satisfaire à cette obligation. Seulement une centaine de dépôts des états financiers effectués. 509 dépôts en ligne pour l'exercice 2018 contre des prévisions de 64 800. Une situation qui aurait pu être plus désastreuse avec la pandémie du coronavirus si cet outil n'existait pas. Sans que Télélias n'ait été conçu pour, on va dire, pour faire face au corona, mais Télélias vient à point nommé pour ce genre, n'est-ce pas, ce genre de risque. Voilà. Et donc, il s'agit de permettre aux contribuables de ne plus prendre de risques, n'est-ce pas, et de réduire les charges et même de préserver la santé. Les états financiers des contribuables transmis aux impôts permettent à cette administration d'élaborer tous les agrégats économiques du pays, une mission qui s'ajoute à celle principale de la collecte des ressources financières pour les mettre au service du développement économique de la Côte d'Ivoire. À cette bonne nouvelle, il faut aussi ajouter la chaîne de solidarité qui continue d'être tissée en cette période de Covid-19. Hier, vendredi 24 juillet, au cabinet du ministère des Mines et de la Géologie, 2 entreprises minières ont fait un important don d'une valeur de 55 millions de francs CFA. On a vu notamment la présence de la compagnie Africa Gold qui exploite la mine de Bonikro. Explication détaillée avec notre reporter Cheikh Koné. C'est un chèque de 50 millions de francs CFA remis par le groupe Africa Gold au ministre Jean-Claude Kouassi. Mais en réalité, ce don marque la 3e tranche de la contribution financière directe de 150 millions de francs CFA offert par ce groupe minier exploitant de la mine d'or de Bonikro. Quand vous acceptiez notre proposition d'étaler la contribution du groupe Africa Gold, nous anticipions ensemble que la lutte serait longue. Beaucoup a été fait par le gouvernement de Côte d'Ivoire entre-temps. Beaucoup reste à faire encore. Et je voudrais là-dessus vous assurer, Monsieur le ministre, qu'à l'instar du grand nombre d'entreprises mobilisées, le groupe Africa Gold reste mobilisé à vos côtés. La seconde remise de chèque est revenue à la société Nava Bharat Venture Limited, qui a fait don d'un montant de 5 millions de francs CFA. Nava Bharat Ventures Limited compte saisir cette dynamique pour intensifier ses activités en Côte d'Ivoire à travers la construction d'une usine de transformation de minerais de manganèse en ferro-manganèse et en silico-manganèse. Des gestes fortement appréciés par le ministre des Mines et de la Géologie. Fraternité et notre union qui nous permettront d'enregistrer dans la durée des progrès significatifs et de vaincre la pandémie du coronavirus. Je le redis, encore une fois, et avec force, aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens, respectons scrupuleusement les gestes barrières et les consignes sanitaires édictées par le gouvernement. Depuis l'apparition du premier cas de coronavirus en Côte d'Ivoire, plusieurs entreprises, dans un élan de solidarité, ont apporté leur contribution afin d'aider le gouvernement dans son plan de riposte sanitaire. Voilà, le respect des mesures barrières reste l'unique moyen de freiner la propagation du coronavirus. Notez qu'à ce jour, hier vendredi, donc, l'interafricaine pour la promotion de la santé et des droits humains était sur le site de la centrale Azito dans la commune de Yopougon pour informer et sensibiliser les populations à l'application des gestes qui sauvent, les gestes barrières. L'ONG a également procédé à la distribution gratuite de kits de protection contre cette maladie. Le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire permet à tout individu qui veut faire du commerce de pouvoir donc maîtriser la procédure à suivre afin de bénéficier du soutien adéquat pour mener à bien ses opérations commerciales en ligne. Et depuis juillet 2019, l'État ivoirien est actionnaire majoritaire de ce guichet. On en sait plus avec notre reporter Walter Amadou Ouattara. Ce serveur d'une capacité estimée à plusieurs dizaines de téras
assure la fluidité des échanges d'informations du GUS. Le GUS, c'est le guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire. Mise en place en juillet 2013, cette plateforme regroupe toutes les informations relatives au commerce extérieur en tant que portail de transactions unique. Le guichet unique du commerce extérieur est une plateforme électronique totalement dématérialisée, donc qui permet aujourd'hui à l'opérateur économique, pour toutes ces procédures, depuis donc l'autorisation qui est donnée par le ministère du Commerce pour importer en Côte d'Ivoire, jusqu'à la liquidation de la déclaration en douane, de pouvoir travailler sans se déplacer. Au niveau des autorisations et engagements de change pour les transferts, payer les vendeurs qui sont à l'extérieur. Donc tout ce système fonctionne, y compris avec le port et la douane. Sous la houlette du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le guichet unique du commerce extérieur est devenu une entreprise d'État. Pour faire honneur à la mémoire de ce grand serviteur de la Côte d'Ivoire moderne, le ministre Souleymane Diarra-Souba exhorte la direction du GUS à faire en sorte que cette plateforme maintienne le cap de sa croissance, mieux œuvrer pour la rendre davantage performante. Nous attendons beaucoup de cette entité qui est la société GUS Côte d'Ivoire. Déjà, il y a le défi en fait du transfert des compétences et la direction générale nous a rassuré à l'effet que ce chronogramme soit respecté pour que, à fin 2022, GUS Côte d'Ivoire soit totalement autonome. Donc il y a un certain nombre de modules sur lesquels les équipes travaillent pour qu'au bout des 5 prochaines années, tout cela soit une réalité en Côte d'Ivoire et que nos opérateurs économiques en tout cas puissent gagner en efficacité et que notre économie en tout cas continue d'être performante. Au cours de cette visite au GUS assise à Makori, le ministre du Commerce et de l'Industrie a affirmé que la Côte d'Ivoire a un volume de commerce extérieur estimé à 12 000 milliards de francs et des importations dans l'ordre de 5 700 milliards de francs CFA. Et je vous conduis à présent sur le terrain politique où les cadres et élus du Woroba, réunis aujourd'hui à la rue Le Pic, ont appelé à la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain. Ils l'ont exprimé à travers une déclaration. C'était en présence d'Herman Djivi. Les cadres et élus du district du Woroba demandent au président Alassane Ouattara d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Ayant intégré tous les enjeux et au regard des défis actuels, le Woroba, par la voix de ses porte-paroles que nous représentons, considère que le RHDP, notre parti, doit continuer à maintenir le climat de paix, de sécurité et de cohésion sociale qui régule désormais le quotidien des Ivoiriens, à promouvoir le développement de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, dans le contexte sociopolitique national actuel, marqué par la disparition de notre ami et frère, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, désigné comme candidat du RHDP lors du Conseil politique du 12 mars 2020, nous, population du Woroba, remercions le président Alassane Ouattara pour l'hommage national qui a été rendu à notre regretté disparu. Demandons avec insistance au président Alassane Ouattara d'accepter de se porter candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Avant cet appel, les cadres de plusieurs autres régions ont formulé la même demande. Le district des Montagnes sollicite aussi la candidature du président Alassane Ouattara à la prochaine élection présidentielle pour le compte du RHDP. Des cadres sont venus exprimer de vive voix cette volonté ici à Abidjan. C'était lors d'une rencontre au cours de laquelle ils ont fait une déclaration. Didier Nguessan. Ils viennent du Guémon, du Tonkpi et du Cavali. Ces élus, cadres et chefs traditionnels du district des Montagnes se retrouvent à Abidjan pour un objectif commun, celui de voir le président Alassane Ouattara être le candidat du RHDP à l'élection présidentielle. Nous,
Population du district des montagnes, demandons à son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, d'accepter de faire à nouveau le sacrifice d'être candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Gage de stabilité, de paix et de développement sera le moteur de l'assurance de tous les fils et filles du district des montagnes et de tous les habitants de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Ils assurent au président de la République leur entière disponibilité et leur engagement ferme à ses côtés et appellent au soutien total de sa candidature. Les chefs traditionnels et les cadres de la région de l'Ifou souhaitent aussi la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle d'octobre prochain. Ils l'ont exprimé en présence du directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo. C'est à la mairie d'Atekoubé hier vendredi. C'est Foraz Eguip, le reportage. Plus de 60 chefs traditionnels et cadres de la région de l'Ifou ont effectué le déplacement de leur région pour Abidjan, dire oui à la candidature du président Alassane Ouattara à la future échéance électorale. Monsieur le directeur exécutif, nous voudrions ici et maintenant joindre nos voix à celles de nos enfants élus et cadres du Grand Centre pour supplier le président Alassane Ouattara de faire un ultime sacrifice de sa personne afin que notre pays ne replonge plus dans les affres de la haine et de la violence. Nanan Kissi Amoua Bilé II, membre de la Chambre des rois et chefs traditionnels, invite toutes les populations de la région de l'Ifou à faire bloc autour du président Alassane Ouattara. Je demanderai au chef de le soutenir pour que tout ce qu'il a entamé soit achevé. En réponse, le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, les a rassurés. Le message sera transmis au président de la République. Je voudrais vous assurer de ce que le président Alassane Ouattara m'a instruit de vous dire que tous les engagements pris dans la région relativement à Ouélé, où le Premier ministre s'était déjà engagé, et moi-même j'étais porteur de message pour Ouélé. Le président donc me charge de vous rassurer sur le respect de ses engagements. Pour ces chefs traditionnels et cadres de l'Ifou, la candidature d'Alassane Ouattara va apaiser les cœurs des militants et redonner espoir en l'avenir. Et toujours sur le terrain politique, le PDCI RDA organise samedi et dimanche des conventions éclatées pour désigner son candidat à la présidentielle d'octobre prochain. Henri Konan Bédié, le président du parti, est seul candidat. Il devrait être quasiment plébiscité à l'issue de ces conventions éclatées et porter les couleurs du PDCI RDA à la présidentielle d'octobre prochain. Les enseignants du RHDP rendent hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et lors de cet événement, ils ont souhaité que le président Alassane Ouattara soit le candidat du RHDP à la future présidentielle en Côte d'Ivoire. Quoi de Cormé, Jean de Dieu? Devant les nombreux enseignants du RHDP et les structures spécialisées du parti, le coordonnateur régional des enseignants du RHDP a émis ses sincères regrets et la gratitude au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly avant de réaffirmer leur engagement à suivre avec détermination le schéma tracé par l'illustre disparu. Un homme caractérisé par sa loyauté, son humilité, son abnégation au travail, un modèle. Le président de l'Union des enseignants RHDP a aussi relevé l'ampleur de la peine avant de mettre un point d'honneur sur les acquis de sa gouvernance, dont l'amélioration des conditions de vie du corps enseignant. Une page s'est tournée. Cependant, l'histoire appelle les militants RHDP à travailler afin de préserver l'œuvre du Premier ministre. Les coordonnateurs associés de Bouaké ont aussi salué les qualités humaines et professionnelles du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Dans la motion de soutien adressée au président de la République, les enseignants sollicitent la candidature du président Alassane Ouattara à la présidentielle prochaine. Nous,
enseignants du RHDP, demandons à l'unanimité au président Alassane Ouattara d'être le candidat du RHDP pour les élections présidentielles du 31 octobre 2020. La ministre Kandia Camara a dit les raisons pour lesquelles la communauté éducative est attachée à Amadou Gon Coulibaly. Son dernier fait d'éclat fut un appui personnel au projet de logement lancé par la NUPEMNESI, pour lequel il a mobilisé tous les services concernés de l'État pour la réalisation effective dans les meilleurs délais de cette entreprise historique, à savoir acquisition de logements par les enseignants, sans apport initial, payant par précompte à la source sur une durée de 15 à 25 ans. La Côte d'Ivoire est à un tournant décisif, indique la ministre. Il faut s'approprier la nouvelle mission et poursuivre l'œuvre de construction nationale. Nous sommes samedi, c'est l'heure de parler culture dans ce 20h. Nous partons tout de suite pour la région du Poro pour nous imprégner d'une danse. C'est le Soromigigyo. C'est une danse de réjouissance. Et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui lors de son passage sur terre, était l'un des promoteurs du Soromigigyo. Il lui a apporté une touche de modernité permettant ainsi à cette danse d'être connue à travers le pays et au-delà. Mais que signifie au juste le Soromigigyo et comment s'effectuent les pas? Le cliquetis des grelots comme pour conjurer le sort. Sur la tête, des fétiches en main, des lances. Scène caractéristique à chaque grand événement ici à Korogo. Voici le Soromigigyo. Un hommage dans la pure tradition Sénoufo du groupe Soromigigyo à son président d'honneur, Amadou Gon Coulibaly. Le Premier ministre était à la suite de son père, Gon Coulibaly, le promoteur de cette danse de réjouissance, le Soromigigyo, qui signifie avoir le courage de dire ce qu'on pense. L'homme était férue de cette danse dont les chansons sont des paroles fortes et élogieuses. Une des chansons qu'il aimait plus, c'était la chanson du guerrier. Ça veut dire que sortez tous, venez regarder le merveilleux monsieur qui arrive, un monsieur Embre. Il est là pour faire son combat. Quand on joue, il est content, il nous demande de mettre le Selana. Le Selana, ça veut dire que mon père qui m'a mis au monde a une autre création, c'est le même qui va me recréer dans le monde. Cette danse a fait du chemin depuis sa création en 1979 à Korogo, dans le Poro. Appelé au départ le Kapachan, du nom du club de football Kapachan Sport, parrainé par le père d'Amadou Gon Coulibaly. Progressivement, il se sacralise et prend le nom Soromigigyo. Le Soromigigyo se danse à toutes les occasions. C'est devenu maintenant pour les funérailles, les mariages, les manifestations politiques et un peu de partout. Il y a plusieurs rythmes. Il peut être chaud comme il peut être froid. La danse Soromigigyo commence par un rythme lent. Progressivement, les danseurs avancent. Des pas lents qui signifient en pays Sénoufo que lentement et sûrement, on arrive à ses fins. Arrivé à ses fins, on peut enfin manifester sa joie, d'où un changement de rythme. Cette cadence est plus rapide.
toutes les chansons que vous avez entendues sont des chansons de moralisation, des chansons qui encouragent à tuer en soi le mépris de l'autre, des chansons qui encouragent à porter fièrement l'étendard de la famille dont on est issu, des chansons qui encouragent à l'altruisme, des chansons qui encouragent à la générosité. Tout le monde s'y retrouve. C'est pour ça que vous avez vu tant de monde autour de la danse. Quant aux fétiches portés par les membres du club, ils jouent plusieurs rôles. Celui de la protection des invités, des danseurs et de la scène en vue du bon déroulement de la cérémonie. Le rôle également de guérison, de solution aux problèmes sociaux, mais ils sont aussi réputés pour lancer des sorts. Seul Korogo détient la paternité du Soromigidjo, jalousement conservée par les descendants de ses créateurs. Quand vous allez voir ce tam-tam là quelque part hors de Korogo, si ce n'est pas quitté ici, nous on ne reconnaît pas ça. On n'a même un papier pour ça. Après le décès d'une personne illustre comme le chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly, président d'honneur, le Soromigidjo se range le temps du deuil pour reprendre de plus belle au lendemain des cérémonies religieuses du 40e jour du décès. Ah, merci. Voilà, Madame Anne Lemestre, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly fut l'un des promoteurs du Soromigidjo de son vivant. C'est une danse que nous découvrons tous. C'est une belle découverte, je dois dire, qui m'émerveille. Pour ma part, je ne la connaissais pas. Mais j'ai encore beaucoup à apprendre sur la Côte d'Ivoire. Mais j'ai trouvé que c'était une danse très intéressante parce que symbolique et avec aussi des vertus de guérison. Bon, c'est un élément sur lequel nous allons nous pencher à l'avenir. Oui, pourquoi pas. Nous avons des projets pour la Bissa, mais pourquoi pas rajouter cet élément, en tout cas l'étudier. Comme le Zaouli qui a été inscrit, pourquoi pas le Soromigidjo. Absolument. En hommage à notre Premier ministre. Absolument. Et parce que nous en parlons, je saisis cette opportunité pour présenter à la Côte d'Ivoire toutes nos condoléances les plus attristées de la part de l'UNESCO. J'ai bien compris qu'en Afrique, au moment des grandes douleurs, c'est aussi des moments de rapprochement. Et je crois que tout le monde était là le jour de ces funérailles. Et nous sommes forts, nous gardons le moral pour parler justement du coronavirus et de la question et de la conservation et de gestion de la ville historique de Grand Bassam. C'est le sujet pour lequel vous êtes là ce soir. Alors, la crise du Covid-19 a poussé plus d'1 milliard d'apprenants du monde hors des écoles et des universités, les renvoyant donc à la maison. En Côte d'Ivoire, on observait aussi ces mesures pour ralentir la pandémie. Alors, le domaine culturel n'était pas le mieux loti non plus. Quelle a été la contribution de l'UNESCO pour atténuer les effets? Alors, écoutez, au niveau, on a eu plusieurs actions. Et au niveau mondial, nous avons organisé une très grande réunion de tous les ministres de la culture, comme une réunion d'urgence de 140 ministres de la culture. Et la ministre de la Culture et de la Francophonie y a participé activement. Et les thèmes qui ont été évoqués devant ce moment assez dramatique, à ce paradoxe, en fait, que nous avons connu pendant le coronavirus, c'est-à-dire que comme nous étions tous en confinement, nous n'avons jamais autant eu besoin de culture. Beaucoup ont regardé des films, écouté de la musique, cherché des spectacles sur Internet. Et paradoxalement, c'est le moment où le secteur culturel, les artistes ont le plus souffert. Donc vous voyez, il y a ce paradoxe. Ils ont le plus souffert parce qu'ils n'étaient plus en contact avec les spectateurs. Absolument, ils n'étaient plus en contact et ils devaient chercher des alternatives en fait pour pouvoir se produire. Et je dois dire, il faut rendre hommage au secteur culturel de la Côte d'Ivoire qui a fait preuve vraiment de créativité. J'ai vu des lieux qui étaient fermés. Je ne sais pas si j'ai le droit d'en citer certains, mais et qui ont ouvert en fait des plateformes numériques pour pouvoir se produire. Corona Can't Stop Reggae, enfin il y avait plusieurs slogans, des humoristes également qui ont profité de les mettre sur des plateformes numériques. Donc, alors, ils n'ont pas manqué de créativité. Ils n'ont pas manqué de créativité, non. Mais dites-nous, qu'est-ce que l'UNESCO a fait au juste pour assister à ce secteur?
Alors écoutez, nous avons fait plusieurs choses. Nous, un petit peu sur le modèle de ce qui avait été fait avec les ministres de la Culture, nous avons fait ce que nous appelons des webinaires pour pouvoir consulter en fait tout le secteur culturel et comprendre en fait les dommages en fait qui avaient été faits à ce secteur, mais comment ils arrivaient en fait par une sorte de créativité, de résilience à faire face à cette situation. Et de ce fait, nous avons mené avec eux une réflexion sur l'économie numérique, parce que ce passage à la digitalisation est intéressant et en même temps, il n'est pas encore construit. Vous voyez, le modèle économique n'existe pas. Donc, pas encore. Il existe dans certains pays, mais il n'est pas encore assez développé en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment une réflexion qu'il faut mener de manière à ouvrir et préparer le monde de demain. Même l'après-Covid-19 alors. Même l'après-Covid-19. Alors, vous avez déjà évoqué la conférence virtuelle des ministres de la Culture. Quelles sont les retombées pour notre pays? C'est forcément, on parle de la Côte d'Ivoire dans ces cas-là et on se positionne. Et je dois dire que ça fera partie des nombreuses actions sur lesquelles la Côte d'Ivoire a toujours été en tête dans le domaine culturel. On va parler maintenant de la ville historique de Grand-Bassam. Cela fait 8 ans que cette ville est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et cette inscription a suscité beaucoup d'espoir pour la population ivoirienne, particulièrement pour les habitants de Grand-Bassam. Mais on constate que cette ville se dégrade malheureusement au fil du temps. Des bâtiments qui font la fierté, qui faisaient la fierté, sont en proie aujourd'hui à une dégradation pas possible. Alors, on a été même très triste de voir, c'était en octobre dernier, ce patrimoine mondial envahi par les eaux. Que peut faire l'UNESCO pour accompagner l'État parti à donner vie à ce joyau? Écoutez, merci. La dernière fois que j'étais ici sur ce plateau, c'était juste après les inondations. Et je vous avais annoncé que nous avions envoyé une mission d'urgence, chose que nous avons faite. Est-ce qu'on n'allait pas être délisté? Voilà, nous avions eu cette discussion-là. Aujourd'hui, vous allez avoir une réponse pour nous. Oui, d'accord, peut-être. Et puis, nous avions établi un plan d'urgence, en fait, après les inondations. Plan d'urgence que nous avons présenté au vice-président, que nous avons présenté au ministre de la Culture et de la Francophonie et sur lesquels nous nous sommes mis d'accord. Je dois dire que la Covid-19 a retardé en fait la mise en œuvre de ce plan d'urgence. Mais dans ce plan d'urgence, qu'est-ce que nous avions prévu? D'abord, la mise à jour du plan de gestion, parce que ce plan de gestion était caduc depuis quelques années. Depuis 2017. Donc, il fallait le mettre à jour. Alors, ce que nous avons proposé, mais je dirais ensemble, d'une façon collective avec le ministère de la Culture, l'OIPC, qui est l'Office ivoirien pour le patrimoine culturel, la Maison du patrimoine, qui travaille directement sur le site, la municipalité, qui nous a donné un soutien extrêmement actif, dynamique dans le domaine, nous avons décidé de faire une mise à jour consultative et participative avec tous les habitants, toutes les parties prenantes. Parce que finalement, un site du patrimoine mondial, c'est une responsabilité partagée. L'État parti et l'UNESCO. L'État parti. La Côte d'Ivoire. L'État parti, mais pas seulement, l'État parti incarné par le ministère de la Culture et toutes les institutions que j'ai nommées, mais également la municipalité, les communautés, les habitants, les usagers. Avec qui vous avez eu des rencontres? Et nous avons lancé justement ces rencontres. Elles ne sont pas terminées. Nous avons consulté les propriétaires privés jusqu'à présent, les comités locaux de gestion, le secteur privé, et nous allons continuer en fait nos conversations les semaines à venir, de manière à mettre à jour ce plan de gestion. D'accord. Alors, ce plan de gestion et de conservation, alors, vous avez organisé des rencontres, je l'ai dit. Si la régie est prête, on pourra avoir l'élément de Serge Koléa? Le 9 juin 2012, à Saint-Pétersbourg, en Russie, que Grand-Bassam a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. De 2012 à 2017, un plan de conservation et de gestion du site a été mis en place. Après 2017, beaucoup de vestiges et bâtiments ont connu une constante dégradation. Aujourd'hui, pour Anne Lemestre, représentant de l'UNESCO en Côte d'Ivoire, il est question de mettre en place un nouveau plan, cette fois avec une forte implication de ceux qui vivent sur les lieux.
C'est ici à Bassam que ça se passe et lorsqu'il y a des enjeux, des difficultés telles que des violations sur les textes et les normes régissant les bâtiments historiques, eh bien c'est d'abord la mairie qui intervient au premier ressort. Donc nous souhaitons que les textes régissant le comité local de gestion soient actualisés et je crois qu'il y a un travail qui a été fait dans ce sens. Ensuite, on a parlé du renforcement des capacités des membres de la commission du permis de construire pour pouvoir donc se prononcer donc de manière pertinente sur les projets de construction, de rénovation de bâtiments historiques. Des consultations avec toutes les parties prenantes, notamment la chefferie traditionnelle, les propriétaires privés, les associations et ONG, le comité local de gestion dirigé par le maire Jean-Louis Moulot et la commission de permis de construire. L'UNESCO demande que les décisions concernant les restaurations soient des décisions prises par cette commission des permis de construire. Et si on ne respecte pas, eh bien, c'est toute la ville qui va connaître un développement régressif et qui va conduire à terme à l'exclusion de notre ville historique sur la liste du patrimoine mondial. Le nouveau plan de gestion de la ville historique de Grand Bassam sera validé en septembre prochain. Et ce plan est un espoir pour notre pays, ce sera votre mot de fin? Oui, absolument. C'est le document qui signera la renaissance de Grand Bassam. Donc on ne sera pas délisté? Non, on y travaille. Et on a la réponse aujourd'hui. Ensemble. Le patrimoine mondial de l'UNESCO, Grand Bassam, la ville historique, ne sera pas délisté. Merci, Madame Anne Lemestre, d'avoir été notre invitée de la page culture de ce 20h. Merci pour votre contribution à notre culture en Côte d'Ivoire. Merci. Merci beaucoup. L'histoire de la Côte d'Ivoire s'écrit avec Grand Bassam. La ville historique est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2012. Préservons donc ce riche patrimoine architectural et urbanistique pour attirer le monde en vue de le contempler et s'enrichir. Très belle soirée. Demain 13h, retrouvez Hamza Diaby. Moi, je vous donne rendez-vous à 20h. Prenez soin de vous, n'oubliez pas.